Nous sommes le 24 septembre 2016 à Fullerton, en Californie. Il est 8h20 du matin quand le central d'urgence reçoit l'appel d'une petite fille. Maman est morte dans son lit, papa est mort dans le jardin et Billy est mort aussi. Au bout du fil, c'est Alyssa, 6 ans. Avec elle, sa grande sœur Kylie, 9 ans, cherche leur autre grande sœur, Kathleen. Elles sont pieds nus en pyjama, encore sous le choc d'avoir découvert toute leur famille massacrée. Leur mère, Jennifer Yost, 39 ans, a été battue dans son lit. Dans le salon, gît le corps de Bill, un ami de la famille, venu dormir là pour la nuit. Il est étendu sur le canapé, abattu lui aussi. Dans le jardin, elle découvre le corps de leur père, Christopher Yost, 34 ans, effondré à côté de la baie vitrée. Tous les trois ont été tués par balle dans la nuit. Aujourd'hui, dans Dark Stories, je vous emmène dans une histoire qui mêle amour interdit, besoin d'être réunis à tout prix, le tout sous fond de vengeance, et qui vont mener au meurtre de 3 personnes. Installez-vous confortablement et on est parti. À leur arrivée, les policiers découvrent une scène d'horreur que les 2 fillettes ont malheureusement déjà explorée elles-mêmes avant d'appeler les secours. Les enquêteurs entrent rapidement dans la maison pour sécuriser les lieux, vérifier l'état des corps et surtout chercher une explication. La scène est violente, tous les corps présentent des blessures par balle. Dans le salon, sur le canapé, ils découvrent le corps de William, celui qu'on surnomme Billy, 28 ans, qui est décrit dans les sources comme un ami très proche de la famille, abattu lui aussi. Il dormait là régulièrement, parfois pour garder les enfants ou passer du temps avec la famille. Dans la chambre à l'étage, il trouve Jennifer Yost, la mère, tuée d'une balle en pleine tête alors qu'elle dormait. Le lit est défait, mais il n'y a pas de signe de lutte. Tout laisse penser qu'elle a été exécutée dans son sommeil. Puis dans le jardin, il tombe sur le cadavre de Christopher Yost, le père, atteint de plusieurs balles. Là encore, aucune trace de lutte. Il est allongé face contre terre, comme s'il avait été surpris en pleine nuit. Dans la maison, rien n'a été volé, il n'y a pas de désordre particulier, il ne manque ni argent, ni objet de valeur, il n'y a aucune effraction et surtout, une personne manque à l'appel. C'est Kathleen. Selon la police scientifique, l'attaque s'est produite entre 2h30 et 3h30 du matin, dans la nuit du 23 au 24 septembre 2016. Il n'y a aucune effraction et surtout, une personne manque à l'appel. C'est la fille aînée de Jennifer, Kathleen Yost, 17 ans. Elle n'est pas dans la maison et Alyssa et Kylie ne l'ont pas vue non plus. La piste du cambriolage qui aurait mal tourné est donc rapidement évincée. Il n'y a rien qui n'a été volé. La piste du kidnapping pour demander une rançon tombe à l'eau elle aussi puisque Kathleen a été enlevée et que le reste de la famille a été massacré. Donc il n'y a plus grand monde à qui demander de l'argent et ce ne sont pas ni Alyssa ni Kylie qui vont pouvoir le faire. Et surtout, les enquêteurs sont surpris que les 2 petites filles soient indemnes. Elles n'ont absolument rien, et pourtant, elles dormaient juste à côté. Alors les enquêteurs se penchent sur un règlement de compte. Mais avant de poursuivre cette piste, la priorité, c'est surtout de retrouver Kathleen. Elle est probablement en danger. Les enquêteurs lancent donc immédiatement un avis de recherche pour retrouver l'adolescente. On le sait, les premières heures sont déterminantes. Mais alors, qui est cette famille ? Et qui pouvait bien leur en vouloir? Vous l'aurez compris, nous sommes à Fullerton, dans l'État de Californie. C'est une ville qui se trouve à environ 40 km de Los Angeles. Et elle a ce côté très atypique des banlieues californiennes avec de larges avenues bordées de palmiers et un mélange de lotissements modestes et de maisons plus cossues. La ville est surtout connue pour son campus universitaire, la California State University, qui attire une population jeune. Ici vivent la famille Yost. Kathleen est la fille de Jennifer Yost et de son premier mari, dont le nom n'a pas été mentionné dans les sources officielles, donc nous l'appellerons Patrick. Jennifer est née dans les années 1970 en Californie. Elle a grandi à Fullerton et y a passé toute sa vie. Dès l'adolescence, elle développe une fascination pour les univers fantastiques, les jeux de rôle et les communautés alternatives. Et en grandissant, cette passion ne l'a jamais quittée. Très jeune, elle donne naissance à une petite fille, Kathleen, et elle n'a pas attendu Patrick. Elle élève sa fille donc seule pendant plusieurs années. C'est une mère dévouée qui jongle entre ses petits boulots et sa vie privée. Elle enchaîne les jobs de femme de ménage, de babysitter, elle est parfois serveuse, parfois vendeuse. Et avec tout ça, elle s'investit énormément
dans la culture furry. C'est un univers où elle trouve finalement une forme d'évasion. Alors, la culture furry, c'est un univers à part entière qui est né dans les années 1980, mais qui a été popularisé grâce à Internet dans les années 2000. Elle rassemble en fait des personnes qui s'identifient à des animaux ou à des créatures anthropomorphes, c'est-à-dire des personnages non humains, qui parlent, qui agissent, qui pensent, qui s'habillent comme des humains. Mickey Mouse, par exemple. Des centaines de milliers de personnes s'identifient comme furries et ils ont créé leur propre sous-culture internationale. C'est à la fois une passion artistique, un moyen d'expression identitaire et parfois finalement un refuge psychologique pour ceux qui ne se sentent pas en phase avec le monde réel. Dans ces communautés, il y a donc des forums, des conventions, des costumes qu'on appelle des fursuits qui peuvent coûter plusieurs milliers de dollars et surtout des pseudos, des avatars et toute une mythologie personnelle autour de ce qu'on appelle son fursona, donc son alter ego animal. Donc sa fille Jennifer, Kathleen, elle est rapidement mise dans le bain. Très tôt, elle commence elle aussi à se créer son propre fursona et à créer des liens avec d'autres fans de la communauté. C'est dans cette communauté que Jennifer rencontre Christopher Yost. Il a 25 ans et il travaille dans une entreprise qui fabrique des trophées. C'est un homme simple et un peu dans son monde. Il est gentil, calme, pas très bavard, mais toujours là quand on a besoin de lui. Il aime particulièrement les choses un peu décalées, les communautés alternatives et surtout l'univers furry comme Jennifer. Avec Kathleen, il se montre très patient, même s'il n'est pas particulièrement démonstratif. En 2010, le couple officialise leur union et se marie. Après leur mariage, ils ont 2 autres filles ensemble, Kaylee, puis Alyssa. Toute la famille vit alors à Fullerton dans une maison modeste et leur quotidien est à l'image de leur univers favori, un peu en dehors des codes, mais profondément unis. Jennifer travaille depuis chez elle. Elle crée et vend des bijoux et des accessoires personnalisés, parfois liés à la culture furry. Elle s'est créé un profil sur Etsy et participe régulièrement à des marchés locaux. C'est une femme vue par son entourage comme une maman très présente, très douce. Elle est connue pour son énergie chaleureuse et son côté un peu bohème. Christopher, de son côté, il est toujours employé dans l'usine de fabrication de trophées, mais là-bas, il commence un petit peu à s'ennuyer. Il a un job stable, certes, mais qui est quand même peu valorisé. Alors, il compense avec ses passions. C'est un grand joueur de jeux vidéo et il se réfugie la plupart du temps dans l'univers de la science-fiction. Malgré ça, ça reste un homme très gentil et très impliqué dans sa vie de famille. Régulièrement, toute la famille organise des soirées à thème. Le week-end, elle le passe à confectionner des costumes ou à regarder des dessins animés ou des films fantastiques. Kathleen, Kaylee et Alyssa baignent dans cet univers bercé par des peluches géantes, les jeux de rôle et des costumes d'animaux. Kathleen adore cet univers, elle développe elle aussi, donc son fursona, commence à dessiner, créer ses propres histoires et se lie d'amitié avec des adultes bien plus âgés qu'elle. À l'adolescence, d'ailleurs, son look change. Elle porte désormais des perruques colorées, du maquillage très prononcé et adopte des pseudos. Elle devient aussi très active sur Internet, notamment sur des plateformes où elle échange avec d'autres membres de la communauté. C'est là-bas qu'elle rencontre Frank Felix, un homme de 25 ans, connu sous le pseudo Denti. Kathleen a 17 ans à ce moment-là. D'abord, ils échangent en ligne sur des forums, puis sur des espaces privés et finissent par se rencontrer à l'occasion de conventions régionales. Frank, c'est un peu son confident, un homme plus âgé, donc un homme protecteur à ses yeux. Une sorte de grand frère finalement qu'elle n'a pas, puisqu'elle est l'aînée de 2 petites sœurs. Régulièrement, William Boucher, que tout le monde appelle Billy et qui est un ami très proche de la famille, vient pour passer du temps avec eux. C'est pas un membre officiel de la famille, ni un colocataire, c'est vraiment un ami tellement proche qui fait presque partie de la famille finalement, mais il n'y a pas de lien de sang entre eux. Billy a 28 ans. Ceux qui le connaissent le décrivent comme quelqu'un de gentil, de calme, toujours prêt à rendre service. Il vient régulièrement dormir chez les Yost, notamment pour aider à garder les enfants ou simplement pour passer du temps avec eux. Il a un lien très particulier avec Jennifer qu'il considère presque comme un fils adoptif. Il est aussi très apprécié de Kathleen qui l'a connu depuis toute petite. Certaines sources rapportent que Billy souffrait d'un handicap mental léger, ce qui le rendait particulièrement vulnérable. Pour autant, il n'a jamais été un poids pour la famille, bien au contraire. C'est un homme qui apporte de la joie, de la stabilité et finalement il semblait se sentir en sécurité dans cette maison. Quand il vient, il dort sur le canapé du salon. C'est d'ailleurs à cet endroit que les enquêteurs ont retrouvé son corps. Billy ne pouvait donc pas être une cible si c'est la famille qui l'était. Il faisait pas officiellement partie de la famille. Il n'était pas un obstacle. Il n'était pas une menace. Et pourtant, il a quand même été exécuté comme les autres. Pendant le massacre, les 2 plus jeunes filles dorment à quelques mètres et elles ne seront même pas réveillées par les coups de feu. Alors pourquoi tuer les parents et Billy? Et pourquoi laisser Alyssa et Kaylee indemnes? Et surtout,
pourquoi emmener Caitlin. À ce stade, il y a absolument rien qui va dans cette histoire. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de conflit apparent, pas vraiment de raison pour un règlement de compte. Alors les enquêteurs décident de changer d'angle. Ils vont concentrer leur attention sur la victime disparue. Caitlin, évidemment la priorité, c'est de la retrouver. Mais c'est aussi le seul lien peut-être encore vivant avec toutes les autres victimes. Sa chambre est alors fouillée, son téléphone est analysé et ses réseaux sociaux passés au peigne fin. Et très vite, les premiers indices apparaissent. Caitlin a une vie en ligne très active, particulièrement avec Frank. Avec lui, Caitlin échange tous les jours jusqu'à parfois très tard dans la nuit. En parallèle, l'un des enquêteurs décide de faire vérifier les images de vidéosurveillance du quartier. L'idée, c'est de savoir si quelqu'un rôdait autour de la maison cette nuit-là, si une voiture inconnue a été repérée ou même si l'un des habitants a quitté les lieux dans la nuit. Et sur les enregistrements, il voit une voiture noire qui circule à très basse vitesse à environ 1h du matin, donc seulement quelques heures avant l'heure supposée des meurtres. Ce véhicule, c'est un Chevrolet HHR noir et qui n'appartient à aucun voisin. Il n'a jamais été vu dans le quartier ou dans ses environs. Les enquêteurs décident alors de creuser cette piste et croisent les caractéristiques de la voiture avec les échanges en ligne de Caitlin. C'est grâce à ça qu'ils arrivent petit à petit à remonter au propriétaire de la voiture. Il s'agit de Frank Felix. Alors serait-il possible qu'il soit le ravisseur et qu'il ait enlevé Caitlin ? Les policiers lancent alors un deuxième avis de recherche, cette fois concernant Frank. Et dans les heures qui suivent ce nouvel avis de recherche, la police localise enfin le véhicule en question à Sun Valley, un quartier de Los Angeles. Le 25 septembre, soit le lendemain des meurtres, la police se présente chez Frank et y retrouve Caitlin saine et sauve. Elle ne présente aucune blessure, elle n'a pas l'air effrayée et surtout, elle n'a pas vraiment l'air d'être retenue contre son gré. Frank, suspect numéro 1, est placé en garde à vue. Caitlin, quant à elle, étant donné qu'elle se trouve sur les lieux avec le suspect principal, est emmenée au poste comme témoin. Les enquêteurs veulent d'abord comprendre ce qu'elle fait là et ce qu'elle sait. Ils savent qu'elle était proche de Frank, ils savent aussi qu'elle a quitté la maison familiale le soir même du drame, et donc ils lui posent des questions. Sauf que dans les premiers échanges avec les enquêteurs, Caitlin donne d'abord une fausse identité. Et puis finalement, elle admet qu'elle est bien la jeune fille recherchée et qu'elle a quitté la maison volontairement le soir du meurtre. Alors d'après vous, quand elle ment à la police, elle protège qui ? Frank ? Elle-même ? Caitlin explique qu'elle est partie avec Frank en pensant simplement s'échapper de chez elle, parce qu'en réalité, tout n'était pas aussi rose à la maison. Derrière les costumes colorés, les soirées thématiques et les peluches géantes, Caitlin décrit une ambiance pesante, parfois même étouffante. Elle parle de Jennifer comme une mère très présente, peut-être trop présente. Selon elle, Jennifer contrôlerait beaucoup trop les choses. Les horaires de la famille, les fréquentations qu'elle a, son apparence, avec qui elle discute en ligne. Et au quotidien, Caitlin se sent constamment surveillée, jugée, jamais vraiment libre d'être elle-même. Et avec Christopher, son beau-père, c'est pas vraiment mieux. Elle ne déteste pas, mais elle ne l'a jamais vraiment considéré comme un père. Il est très distant, souvent absorbé par ses jeux, et en fait, même quand il est là, elle n'a pas vraiment l'impression qu'il est avec sa famille. Pour l'adolescente, le quotidien est de plus en plus pesant, et ce mal-être, elle ne l'exprime pas à haute voix. Elle le déverse en ligne, sur les forums, et surtout dans ses échanges avec Frank. Parce que lui, il l'écoute, il la comprend, et surtout, il lui promet un avenir plus doux. Petit à petit, il devient un peu son seul repère, la seule oreille qui ne la juge pas. Alors quand il dit « on peut partir, t'as qu'à dire oui », elle ne voit pas de danger, au contraire, elle voit une porte de sortie. De son côté, Frank, qui est lui accusé d'être impliqué dans le triple homicide, nie absolument toute implication. Lui dit juste qu'il voulait sauver Caitlin d'un environnement qu'il jugeait toxique. Il reconnaît, oui, il a conduit jusqu'à Fullerton dans la nuit du drame, mais il jure que ce n'était que pour récupérer Caitlin et qu'il n'avait aucune intention de tuer qui que ce soit. Mais les enquêteurs, ils sont pas dupes quand même. Ce qu'ils savent déjà à ce moment-là, c'est que Frank n'était pas tout seul cette nuit-là. En réalité, l'analyse de son téléphone ainsi que les premiers recoupements numériques, les messages, les appels et les historiques, les ont déjà menés vers un deuxième nom. Joshua Acosta, un militaire âgé de 21 ans, affecté à la base de Fort Irwin. Mais intervenir sur une base militaire demande quand même des précautions. Il faut l'identifier formellement pour avoir l'autorisation d'agir. Et donc le temps joue contre les enquêteurs. Ce n'est que le lendemain, donc le 26 septembre, que Joshua est localisé, puis arrêté dans sa caserne. Alors Joshua, c'est pas quelqu'un qui a un passé judiciaire, ni un profil explosif ou instable, selon ses supérieurs en tout cas. Mais ce qu'on découvre très vite, c'est qu'il vit presque déconnecté du réel. Comme Frank et Caitlin, Joshua est lui aussi passionné par l'univers furry. Il participe activement à des groupes de discussion et à des conventions. Il a d'ailleurs son propre fursona, comme beaucoup dans cette communauté.
Pour lui, c'est un loup anthropomorphe qui donne l'impression d'être protecteur, puissant, presque justicier. Cette identité virtuelle prend de plus en plus de place dans sa vie au point, parfois, qu'elle brouille la frontière entre fiction et réel. Dans cette communauté, il fait la connaissance de Frank en ligne et très vite, une forme de loyauté aveugle se noue entre les deux amis. Frank devient une sorte de modèle, un mentor et un ami pour Joshua. Quand il est arrêté, Joshua ne montre absolument aucune résistance. Il se contente de suivre les policiers sans un mot. À ce moment-là, il ne sait pas encore ce que les enquêteurs ont entre les mains. Ce qu'il ignore, c'est qu'ils ont déjà une partie de ces échanges numériques et qu'ils connaissent parfaitement sa proximité avec Frank. Et surtout, ils savent qu'ils étaient à Fullerton tous les deux, dans la nuit du 24 septembre. Dans la salle d'interrogatoire, Joshua garde ce calme étrange qu'il affichait déjà au moment de son arrestation. Et dès les premières minutes, il donne une première version. C'est bien lui qui a tiré. 3 fois. Une fois sur Jennifer, une fois sur Billy et une fois sur Christopher. Et il décrit son implication sans trembler. Et quand il explique pourquoi il a fait ça, il déclare que contrairement aux apparences, c'était pas un massacre. En fait, c'était une mission. Il avait la mission de libérer Kathleen de l'environnement toxique dans lequel elle vivait. Sauf que Kathleen n'était pas au courant. Non, tout aurait en réalité été orchestré par Frank dans le plus grand secret. Sauf que les enquêteurs ne le croient absolument pas. Pourquoi ce jeune militaire sans casier judiciaire avec un avenir tout tracé dans l'armée aurait pris le volant pour aller exécuter une famille qu'il connaît même pas, pour libérer une jeune fille qu'il connaît à peine? Pour Joshua, la réponse est simple. Son ami Frank lui a demandé un service et il a accepté parce que pour lui, c'était juste. C'était juste vis-à-vis de la famille de Kathleen et c'était juste vis-à-vis de son ami. Quand les enquêteurs confrontent donc Kathleen à ses aveux, Kathleen, elle tombe des nues. Jamais elle n'aurait imaginé un scénario pareil. Cette version est ensuite comparée aux témoignages de Frank et de Kathleen. Sauf que très vite, il y a quand même quelques incohérences qui surgissent. Parce que chacun raconte une histoire différente. Il y a d'abord Frank. Frank, il explique qu'il a jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit. Il a dit que son seul objectif, c'était de sauver Kathleen, je le rappelle, et de lui offrir une échappatoire à une vie familiale qu'il estime toxique et étouffante. Oui, il reconnaît avoir conduit jusqu'à la maison dans la nuit du 23 au 24 septembre, et il reconnaît aussi avoir été accompagné de Joshua. Mais il insiste, il n'a tué personne et il ne savait pas que Joshua allait le faire. C'est lui qui a pris cette décision. Frank, lui, tout ce qu'il voulait, c'était récupérer Kathleen. Joshua aurait donc agi sans le prévenir. Sauf que cette version, elle pose problème parce qu'il ne donne aucune explication claire sur comment Joshua aurait pu entrer dans la maison. Et pourquoi lui, Frank, serait resté à proximité sans rien dire, ou encore pourquoi ils seraient repartis tous les trois ensemble, tranquillement, après les meurtres. Joshua, de son côté, il reconnaît les tirs, on l'a vu, mais lui, il explique qu'il voulait sauver Kathleen parce que selon lui, elle racontait que sa famille l'a terrifiée. Elle aurait même parlé de maltraitance, d'enfermement psychologique, et Joshua, quand il explique qu'il lui a été raconté, il dresse le portrait d'une adolescente prisonnière d'un environnement malsain. Kathleen aurait parlé de tout ça à Joshua et à Frank l'aurait alors convaincu d'agir. Joshua explique qu'il était d'accord parce qu'il pensait que c'était la seule solution. Et il l'assure, Kathleen n'était pas au courant du plan. Mais là encore, on a quand même quelques zones d'ombre et quelques flous qui persistent. Comment Kathleen, qui serait donc repartie avec eux, n'a rien vu, ni rien entendu, alors qu'il venait de tuer tout le monde. Donc Kathleen, de son côté, à l'interrogatoire, elle affirme qu'elle ne savait rien. Elle dit que Frank lui a promis de venir la chercher parce qu'elle voulait fuir sa famille, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il allait tuer ses parents. Effectivement, elle le reconnaît, elle a ouvert la porte. Elle reconnaît avoir vu les deux hommes entrer dans la maison avec une arme. Mais elle jure qu'elle pensait qu'ils venaient juste pour elle, pas pour faire du mal. Elle ajoute que lorsqu'ils sont repartis, elle n'a pas compris immédiatement ce qui s'était passé. Et c'est ce flou, cette sorte de déni qui va poser problème aux enquêteurs. Parce qu'elle l'a dit, elle a vu l'arme, elle les a vus revenir, elle les a suivis sans jamais appeler à l'aide. Et surtout, elle n'a même pas réagi. Et à son arrestation, quand la mort de ses parents lui est annoncée, Kathleen n'a là encore aucune réaction. Elle n'a même pas demandé comment c'était arrivé et elle n'a même pas demandé de nouvelles de ses sœurs. Alors forcément, face à ces différentes versions, les enquêteurs doivent extraire toutes les conversations téléphoniques du trio et interroger l'entourage de la famille pour en apprendre plus. Dans leur enquête, ils retrouvent des messages que Frank envoie à Kathleen, notamment sur Facebook, et qui montrent qu'il parle de lui comme étant la seule personne qui peut vraiment la satisfaire. Pour lui, ce qu'il appelle le couple entretient un lien unique et il laisse entendre qu'elle finira par regretter ce qu'elle a perdu si elle le quitte. Et on voit au fil des messages que ces messages sont de plus en plus menaçants. Ils trahissent une frustration immense. Pour les enquêteurs, donc c'est clair, il ne s'agit pas seulement d'amour. Là, il s'agit plutôt d'une forme de contrôle. Les amis proches de Jennifer Yost, donc Evan Cates, l'un des membres de leur communauté Fury, rapportent qu'elle s'inquiétait de plus en plus pour sa fille.
Kathleen, alors mineure, était devenue très proche de Frank, qui a 25 ans, donc de 8 ans son aîné. Et Jennifer n'approuvait pas du tout cette relation. Elle l'a trouvée inappropriée, notamment à cause de la différence d'âge, du ton des échanges et du comportement obsessionnel de Frank. Il y aurait même eu un incident, selon cette amie, qui a été rapporté lors d'un rassemblement furry, où Frank, jaloux de voir Kathleen parler à un garçon de son âge, aurait fait une crise de jalousie et se serait coupé les bras devant tout le monde. À partir de ce moment-là, Jennifer aurait formellement interdit à sa fille de revoir Frank. Et pour Frank, c'est le point de bascule. Lui, il aurait vu cette décision comme un rejet. Il poste même ce message Facebook le 5 septembre 2016. « Je t'ai donné tellement de chance et tu revenais toujours vers moi quand tu avais besoin d'un petit remontant. Pourtant, tu semblais aimer ce que je t'offrais. Tu aimais à quel point j'étais honnête et réelle comparé à ce que tu cherchais. Mais c'est aussi la raison pour laquelle tu me détestais. Je pouvais dire quand tu mentais et faisais semblant et quand t'étais sincère. Et si quelqu'un t'a vraiment comblé sous tous les aspects, c'est moi. Ce qui est triste, c'est que je sais que tu essaies de tuer tous ces sentiments et que tu essayes de ne jamais revenir vers moi. Mais tu le feras, c'est dans ta nature. Sauf que je ne t'accueillerai pas, peut-être pas aussi chaleureusement qu'avant, à moins que tu me dises toute la vérité, complètement et honnêtement. Et même dans ce cas, je sais que tu me mentiras encore. T'as juste peur d'être honnête avec des gens qui peuvent te raser comme une ville européenne pendant la Seconde Guerre mondiale. J'espère juste que tu vas regretter tout ce que tu m'as fait et tout ce que tu aurais pu faire et que tu vivras avec cette culpabilité que tu as mise sur toi-même chaque jour. 4 jours avant les meurtres, il a même écrit à un ami « Je vais peut-être aider quelqu'un à commettre un meurtre. C'est comme tuer un animal. » Et là, pour les enquêteurs, un scénario se dessine. Au départ, Frank voit en Kathleen une échappatoire. Il a du mal à trouver sa place dans sa vie et se réfugie dans l'univers des furries. Forcément, quand il rencontre Kathleen, qui partage la même passion que lui, elle devient très vite plus qu'une amie. Elle incarne finalement ce qu'il n'a jamais eu, la complicité, l'attention et surtout une sorte de fusion. Kathleen se confie beaucoup à Frank. Elle ne voit pas en lui quelqu'un de dangereux, c'est un homme qui se déguise en furry. La plupart du temps, ce sont des animaux relativement mignons, il n'y a rien qui puisse paraître violent, d'autant qu'elle a grandi dans ce monde-là. Donc pour elle, Frank, qui a 25 ans alors qu'elle en a 17, c'est un adulte. Alors elle se réconforte auprès de lui. Elle lui parle de ses conflits familiaux, de tensions avec sa mère et d'un profond mal-être. Elle lui aurait aussi parlé d'abus qu'elle aurait subis par son beau-père entre l'âge de 7 ans et l'âge de 15 ans. Elle aurait également parlé de violences physiques commises par sa mère et selon elle, elle se sentait prise au piège dans son foyer et vivait constamment dans la peur. Elle lui aurait même dit avoir déjà pensé à mettre fin à ses jours et ce, à plusieurs reprises. Le problème, c'est que Frank et Kathleen n'ont jamais été en couple. Ils étaient des amis très très proches. Mais Frank, lui, il s'est inventé une relation. Il s'est enfermé dans une sorte de fantasme et dans une sorte d'obsession pour Kathleen, au point de voir la famille de Kathleen comme un obstacle à leur amour, elle qui ne veut plus que leur fille ne le fréquente. Et ce qui n'était au départ qu'une amitié teintée d'admiration, bascule. Peu à peu, Kathleen prend ses distances et Frank, lui, s'accroche. Il ne comprend pas parce que pour lui, Kathleen l'aime en secret et elle est manipulée par sa famille. Alors il commence à l'idéaliser tout en la méprisant. Il la décrit comme la seule personne qui l'ait jamais vraiment compris, tout en lui disant qu'elle finira par regretter de l'avoir quitté. Il lui écrit des messages ambigus, mêlant reproches, menaces, déclarations d'amour. Il y a un peu de tout là-dedans. Et en fait, on comprend vite que Frank ne veut pas que Kathleen revienne parce qu'elle l'aime. Il veut qu'elle revienne parce qu'elle lui doit quelque chose. Dans sa tête, il s'est sacrifié pour elle parce qu'il l'a attendue, qu'il l'a soutenue et surtout qu'il l'a aimée. Donc pour lui, parce qu'il lui a donné tout ça, il est persuadé qu'elle l'aime en secret, mais qu'elle est manipulée et donc qu'elle finira par revenir parce que ça ne peut pas être autrement. Et s'il la hait autant qu'il dit l'aimer, c'est parce qu'il est incapable d'accepter le refus. Alors qu'à la famille de Kathleen lui interdit de le revoir, lui, il pense que c'est une forme de contrôle de la part de sa famille. Elle veut le voir, mais qu'elle est enfermée et prisonnière de sa propre famille. Et donc il parle de ça avec leur ami commun, Joshua. Kathleen s'est aussi confiée à Joshua. Il est au courant pour les épreuves que vit la jeune fille, et il se sent vraiment investi d'une sorte de mission de sauvetage, sortir Kathleen des griffes de sa famille. Les deux amis élaborent alors un plan. Frank fournira à Joshua le fusil de chasse de son père ainsi que les munitions nécessaires. Il prend soin d'acheter des bouchons d'oreilles pour Joshua afin de le protéger du bruit des détonations et il se procure une pince coupante pour retirer le verrou de sécurité du fusil. Le soir du 23 septembre 2016, Kathleen a prévu de rejoindre Frank en cachette. Pour ça, elle attend que tout le monde s'endorme, puis sort de la maison. Elle a préparé un sac avec tout le nécessaire pour quelques jours. Après être monté dans la voiture avec Frank, Joshua entre dans la maison avec le fusil que Frank lui a donné, en prenant soin, évidemment, de mettre ses bouchons d'oreilles. D'abord, il se rend dans le salon et tire sur Billy. Il sait que Billy vient ici régulièrement, donc naturellement, il commence par lui. Ensuite, il monte à l'étage et tire sur Jennifer,
Christopher se réveille en sursaut, tente de fuir mais sera rattrapé par Joshua au moment de passer la baie vitrée qui menait au jardin. Et pendant tout ce temps, Kathleen et Frank sont à l'extérieur. Et selon eux, ils n'auraient rien entendu, rien vu, et ne savaient pas que Joshua avait massacré toute la famille, même quand il est ressorti de la maison avec le fusil. Le trio se serait alors enfui chez Frank, à Sun Valley. Là-bas, ils auraient brûlé leurs vêtements et auraient essayé de détruire leur téléphone portable pour éliminer toutes les preuves. Ce seront malheureusement les deux petites sœurs de Kathleen, Alyssa et Kaylee, qui feront la macabre découverte. Pendant que Kathleen était là-bas, Frank aurait envoyé des messages sur Facebook à Kathleen, oui, alors qu'ils étaient dans la même maison, pour lui déclarer sa flamme et lui avouer ses espoirs de fonder une famille avec elle et même d'élever ses sœurs comme leurs propres enfants. Donc ça veut dire que personne n'était au courant, mais ils ont brûlé leurs vêtements, vidé leur téléphone et ils ont même prévu d'adopter les deux sœurs alors qu'à ce moment-là, ils sont pas censés savoir, s'ils n'ont rien vu, que les parents sont morts. Nous sommes en mars 2018, 1 an et demi après les faits. Joshua Acosta et Frank Felix sont donc tous les deux inculpés pour triple meurtre avec préméditation. Kathleen, elle, ne sera jamais accusée. Malgré ses contradictions, son absence de réaction et son comportement troublant après les meurtres, elle est considérée comme un simple témoin. Selon le bureau du procureur, il n'y a pas eu suffisamment de preuves pour prouver qu'elle avait connaissance du plan ou qu'elle avait participé activement aux assassinats. Elle a donc bénéficié d'une immunité en échange de sa coopération. Le procès de Joshua s'ouvre le 22 octobre 2018. Lors du procès, la défense met en évidence que Joshua Acosta, alors âgé de 21 ans, souffrirait d'un trouble du spectre autistique à haut fonctionnement et d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, qu'on appelle aussi le TDAH. Selon l'expert psychiatre de la défense, ces troubles le rendaient émotionnellement immature, avec une capacité de discernement équivalente à celle d'un enfant de 11 ans, ce qui l'aurait aussi rendu vulnérable à la manipulation, notamment par son ami Frank. L'accusation, représentée par le procureur adjoint Seton Hunt, a soutenu que Joshua avait agi de son propre chef, motivé par la volonté de sauver Kathleen, qu'il pensait être victime d'abus sexuels et de violences de la part de ses parents. Kathleen, elle, a témoigné sous immunité. Elle reconnaît avoir laissé entrer Joshua dans la maison cette nuit-là en pensant qu'il venait simplement l'aider à fuir son domicile. Elle confirme ne pas avoir été informée du projet du meurtre. Pourtant, l'accusation insiste sur le fait qu'elle n'a montré aucune réaction en apprenant la mort de sa famille et n'avait même pas cherché à contacter ses sœurs après les faits. Étant donné qu'il a de toute façon déjà avoué les meurtres, Joshua est reconnu coupable le 8 novembre 2018 de 3 meurtres avec circonstances spéciales. Dans le droit californien, les circonstances spéciales justifient une peine maximale, souvent la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dans le cas de Joshua, les circonstances spéciales retenues contre lui incluent évidemment le meurtre de plusieurs personnes lors du même événement et l'usage d'une arme à feu pour commettre les crimes. Le 14 décembre 2018, il a été condamné à 3 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, assortie de 75 années supplémentaires pour les circonstances aggravantes. Le procès de Frank s'ouvre en novembre 2024. Il est accusé d'avoir participé à la planification et à la facilitation du meurtre de 3 personnes. Pour le procureur, Frank a été le cerveau de l'opération, parce qu'il a fourni le fusil de chasse, utilisé pour les meurtres, il a acheté les cartouches, apporté une pince coupante pour retirer le verrou de sécurité de l'arme et même pensé à des bouchons d'oreilles pour Joshua, celui qui a tiré. L'accusation a insisté sur le fait que Frank savait parfaitement ce qui allait se passer. Et pour preuve, quelques jours avant le drame, il a écrit à un ami pour lui dire qu'il allait aider quelqu'un à commettre un meurtre. Pendant son procès, Kathleen témoigne elle aussi. Elle réitère ses confessions concernant les abus de son beau-père pour justifier le fait qu'elle ait voulu fuir. Mais elle dit aussi que Frank lui aurait fait du chantage pour qu'elle couche avec lui. En réalité, il aurait en fait menacé de révéler ce secret concernant son beau-père qu'elle avait toujours gardé pour elle à sa mère si elle refusait de coucher avec lui. Donc au départ, elle accuse sa propre mère, Jennifer, d'avoir été responsable des violences et finalement, elle revient sur ses propos. Non, sa mère n'a jamais été violente avec elle, mais elle avait peur aussi que Frank dévoile son secret. L'avocat de Frank, lui, a tenté de présenter un profil un peu instable émotionnellement, qui souffrirait de détresse psychologique, avec un passé qui mêle un peu solitude et rejet. Pour lui, Frank a été influencé, manipulé, et après tout, il n'a pas tiré lui-même, il a juste été encouragé par l'attachement obsessionnel qu'il avait pour Kathleen, et il a été embarqué dans une spirale de dépendance affective. Frank aurait alors en réalité agi sous l'influence de Joshua, et il n'aurait absolument pas anticipé les meurtres. Une défense qui ne fait pas le poids face aux preuves qui démontrent que Frank a activement participé à la planification et à l'exécution du crime. Le 12 novembre 2024, Frank, alors âgé de 34 ans, est reconnu coupable de 3 meurtres avec circonstances aggravantes. Le 11 avril 2025, il a été condamné à 3 peines de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Et Kathleen, elle a témoigné, sans jamais être inculpée. Même si ses versions ont changé, même s'il a dit un coup noir, un coup blanc,
Ce n'est pas son procès, donc rien ne peut être retenu contre elle. J'ai cherché à en savoir un peu plus sur les petites sœurs de Kathleen, mais pour des raisons de confidentialité, aucune information sur là où elles ont été confiées ou comment vont-elles aujourd'hui n'a été divulguée. Franchement, quand j'ai écrit cette histoire, je suis restée un peu sur ma faim et je pense que vous aussi. Il y a trop de choses qui vont pas. Kathleen dit qu'elle ne savait pas ce qui allait se passer et pourtant, elle voit Joshua entrer avec un fusil, elle le voit ressortir couvert de sang et sa défense pour ça, c'est « je pensais qu'il allait m'aider à partir ». Donc à sortir de la maison et à fuir. Mais non, elle lui ouvre la porte. Je sais pas moi, quand je pars, je ferme la porte. Non, elle a ouvert la porte à Joshua, elle l'a laissé rentrer chez elle avec un fusil et elle a ensuite attendu quelques bonnes minutes avant de le voir ressortir. C'était pas pour aller se servir un verre d'eau. Et cette partie-là, j'ai eu beau la lire, la décortiquer et la reprendre point par point, je comprends pas. Après, on sait pas. Est-ce qu'elle était sous l'emprise de Frank? Est-ce qu'elle avait peur? Est-ce qu'au fond, elle savait, mais elle voulait pas vraiment savoir? Parce que bon, rappelons-le quand même, on a un Frank qui s'est clairement inventé une relation. Il était convaincu qu'elle l'aimait, qu'elle devait être à lui. À ses yeux, elle n'était pas une personne, mais finalement une promesse d'avenir. Donc, pour lui, il fallait la sauver à tout prix. Et même si Kathleen lui avait dit que non, c'était pas la peine, lui, dans sa tête, il était persuadé que c'était ce qu'il fallait faire pour elle. Elle savait pas, mais lui savait. Donc, il fallait la sauver, peu importe le prix. Même si ça voulait dire éliminer tous ceux qui se mettraient en travers. Donc, autant je remets pas en question la culpabilité de Frank, qui est assez évidente, autant Kathleen, franchement, je trouve que c'était un peu bâclé. Après, est-ce que Kathleen n'a pas elle-même manipulé Frank? On saura jamais, puisque personne ne peut malheureusement témoigner à part les accusés. J'ai une pensée évidente pour Alyssa et Kaylee qui ont découvert leur famille massacrée. Vraiment, le traumatisme a juste dû être horrible. Je rappelle, elles étaient toutes jeunes. Elles avaient 9 ans et 6 ans. Enfin, c'est horrible. En attendant, dites-moi un peu, vous, ce que vous pensez de toute cette histoire en commentaire. D'après vous, est-ce que Kathleen est coupable? Est-ce qu'elle est pas coupable? Est-ce qu'elle savait? Est-ce qu'elle savait pas? Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle histoire glaçante sur Dark Stories.